La maison de mon ami était un grand logis rustique à l'entrée de la rue de la mairie. C'était aussi la rue du curé et de l'instituteur, de la sœur qui tenait l'école des filles, en un mot de toutes les autorités. Elle nous pénétrait d'une crainte respectueuse. Nous n'y jouions jamais. Au centre du village s'élevait l'église. Elle avait un clocher d'une forme singulière, coiffé d'un dôme bulbeux et surmonté d'une lanterne. Quand nous sortions, nous prenions la grande rue qui monte à gauche, la route nationale de Paris à Longwy. Après cela, nous saluions au passage la maison de l'huissier, puis nous nous engouffrions dans une rue transversale, avec la maison du boulanger où se cuisaient des tartes délicieuses dans la saison des quetchs. De l'autre côté du pont de l'Autun, il y avait bien le château avec sa terrasse, sa grille et son parc. Mais nous sentions que ces splendeurs n'étaient point faites pour nous. Restait le faubourg, longue rue coudée, habitée surtout par des cultivateurs. C'était le quartier le plus crotté du village. Les fumiers s'y épanouissaient et partout alentour, la boue tenace où les semelles s'engluaient. À l'entrée du faubourg, il y avait un vieux moulin qui continuait à moudre, sans doute par habitude. Ce moulin et ses entours étaient pour nous des lieux d'enchantement. Dans l'eau bourbeuse se tordaient des anguilles et frétillaient une quantité prodigieuse de poissons. Cela devenait une véritable pêche miraculeuse. Ah, toutes les voluptés de Spincourt. En 1870, les Allemands envahissent la France et gagnent cette guerre franco-prussienne en 6 mois. Ils en profitent pour amputer la France de l'Alsace-Lorraine. Et Spincourt est maintenant à environ 30 km de la frontière allemande. Silence! Bonjour les enfants. Bonjour, maître. Aujourd'hui, division. J'ai 9 hommes. Qu'est-ce que c'est, Auguste? 9 hommes, c'est un escadron, maître. Et 8 escadrons? 8 escadrons, c'est une section. Très bien. Maintenant, pour toute la classe, continuez. 4 sections égale une compagnie. L'artillerie est mesurée par le rayon du canon. Supérieur à 15 cm, c'est de l'artillerie lourde. Inférieur à 15 cm, c'est de l'artillerie légère. Tapis à l'abri d'un talus ou d'un fossé, les mitrailleuses arrêtent souvent l'élan d'un adversaire décidé. Dans un crépitement farouche, elles crachent sans arrêt leurs projectiles et l'attaque ennemie est brisée. 2 brigades égale une division. Et qu'est-ce qu'une division, Auguste? Une division, c'est 20 000 hommes, maître. L'uniforme français est totalement dépassé et inadapté pour la guerre moderne. Les soldats portent un képi et un pantalon rouge Garance qui fait d'eux des cibles idéales. Les Allemands ont introduit un uniforme de combat de couleur grise en 1907. L'Allemagne avait le plan Schlieffen pour vaincre la France. Ce plan proposait d'attaquer la France via la Belgique et le Luxembourg. Il avait été conçu pour se dérouler très vite. Prendre Paris pour ensuite attaquer l'armée française par derrière. Ce plan devait être achevé en 42 jours pour pouvoir ensuite attaquer la Russie. En France, le plan 17 du commandant Joseph Joffre commençait par reprendre le territoire de l'Alsace-Lorraine. Il prévoyait l'avancée de 4 armées françaises
de chaque côté des forteresses pour ensuite continuer sur Berlin. Et là, L'Allemagne. et l'Alsace-Lorraine, Valentine? C'est allemand, pour le moment. Mais Mais ce n'est pas pour toujours. Il était une fois un empereur de l'Empire austro-hongrois, François-Joseph, qui envoie son héritier, l'archiduc François-Ferdinand, inspecter leurs troupes en Bosnie. Le 28 juin, à Sarajevo, un jeune terroriste serbe tue François-Ferdinand et sa femme. Le 5 juillet, le Kaiser Wilhelm promet à l'Autriche-Hongrie l'aide de l'Allemagne. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie, alliée avec la France, mobilise ses troupes pour défendre la Serbie. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. La France mobilise ses troupes. Vers 17h, les cloches du village se mettent en branle. Les tambours sonnent la générale. Le décret de la mobilisation vient d'être annoncé. Les habitants, ils étaient contents qu'ils partaient en guerre. Ils étaient dans la rue, ils criaient « Vive la France, vive la France !» Les filles faisaient des bisous à tous les soldats qui passaient. Les soldats, ils faisaient plein de bruit avec leurs bottes. Le 2 août, l'Allemagne envahit le Luxembourg. Les Allemands demandent à la Belgique de laisser passer librement ses troupes vers la France. Le 3 août, le roi Albert Ier déclare « La Belgique est une nation et non pas une route ». Il rejette la demande des Allemands de passer par la Belgique. L'Allemagne déclare la guerre à la France. Nos troupes reçoivent l'ordre de se retirer à 10 km de la frontière. Le 4 août, l'Allemagne envahit la Belgique. L'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Plus de 3 millions d'hommes dans tous les territoires français ont été mobilisés. 2 millions de soldats alliés et ennemis convergent sur le front ouest près de Spincourt. Le 6 août, il y a des combats de patrouille devant Spincourt et près de Bouligny. À Saint-Pierre-Villers, des cavaliers allemands en reconnaissance prennent le maire en otage et pillent les habitations. Du 7 au 10 août, c'est la bataille de Mulhouse, où les Français récupèrent la ville pour 24 heures. Dans l'après-midi, vers 3h30, avec mon ami Jean Lardonnais, nous nous trouvions sur la route nationale, face à l'église. Un des deux observateurs, qui était en haut du clocher, cria au capitaine des chasseurs à pied. « Au capitaine, il y a une patrouille de cavaliers allemands. À environ 30 mètres de la ligne de chemin de fer, derrière la gare. » Le capitaine, qui avait une grande moustache, sauta aussitôt sur son vélo, en direction de la gare, pour aller rejoindre ses hommes. Nous sommes partis en courant rejoindre nos parents qui étaient déjà à la cave. Ce jour-là, vers 16h, 2 chasseurs à pied furent tués en face de notre terrain de foot. Puis ce fut le grand silence. Toujours réfugiés à la cave, nous observions les Allemands par le soupirail et nous les avons entendus dire « Hôtel Hoffmann ». Le dimanche 9 août, c'était également le calme complet. Dans l'après-midi,
toujours avec mon ami Jean, nous sommes descendus au village dont les rues grouillaient d'Allemands. Ils avaient une cuisine roulante, ce qui à l'époque n'existait pas dans l'armée française. Le cuisinier allemand nous a offert de goûter à son menu, mais nous avons gentiment décliné son offre. Le 10 août, c'est la bataille de Mangienne. Les Allemands attaquent sur la direction Pilon-Mangienne. Ils sont bloqués par notre infanterie, subissent de lourdes pertes du feu d'artillerie et se retirent sur Arancy. À Pilon, un soldat français tire sur les Allemands et blesse un officier. En représailles, un vieillard de 73 ans est fusillé. À Bazailles-sur-Autun, 19 habitants sont massacrés et 50 maisons incendiées. À Jopécourt, le maire est fusillé. Il est 2 heures. Le canon rapproche. Les blessés arrivent en masse. Ça va mal pour nous. À 5 heures, nous décidons de partir. À 7, sur une charrette qui ne pliait pas. À peine sorti du village, j'aperçois une batterie d'artillerie allemande qui se met à nous tirer dessus. Quel désordre! Infanterie, cavalerie, artillerie, voitures, fuyards, tout est mélangé. Nous descendons de voiture, abandonnant le tout et revenons à la maison, sous les balles et les obus. Quel pèlerinage! Longuillon tombe et la vallée de la Chaire est abandonnée. Le 24 août, sur l'Autun, une contre-attaque française oblige les Allemands à se replier sur Longuillon. À Hamel, le village est incendié. Le 24 août, un capitaine français demanda à papa: « Avez-vous un cheval et une voiture ? C'est oui. Sauvez-vous vite, sauvez les enfants. » Papa harnachait notre Coco pendant que maman mettait à mes 4 petites sœurs double chemise, jupon et des couches et des couches. Les parents se dirigèrent vers Maucourt pour aller chercher nos grands-parents. Au loin, quelques villages brûlés. Dans les champs, quelques hommes blessés demandaient des secours. Nous avions le cœur serré de nous sentir incapables de les aider. Arrivé au bout du village de Charny, notre pauvre grand-père, désolé de quitter son nid, nous dit: « Je les ai vus en 70, les Allemands. Ce n'étaient pas des sauvages. Continuez votre route. Je garderai la maison jusqu'à votre retour. » Et il est parti dans son Maucourt, d'où il n'est pas revenu. À Rouvres, les Allemands attaquent le village en rang serré. Les habitants, affolés, s'enfuient à travers les champs. Les hommes sont systématiquement abattus. De nombreux enfants et des femmes sont tués. L'incendie du 26 août. Il est systématique. Les Allemands commencent à incendier le village en venant de Haut-de-Laucourt, puis dans le faubourg, n'épargnant que les maisons en bordure de la fontaine. Ceux qui essayent d'éteindre le feu sont malmenés. Madame Hoffmann, qui parlait parfaitement l'allemand, réussit à sauver l'hôtel et demanda aux Allemands d'épargner les blessés qui allaient être brûlés vivants. Le 26 août au soir. Après de violents combats, Étain est occupé par l'ennemi. Le 29 août,
la garnison de Montmédy est massacrée près de Brandeville. La région sera alors sous l'occupation allemande pendant 4 ans. L'offensive générale déclenchée sur Horde de Joffre est un échec. Plusieurs batailles se terminent par une retraite et nos pertes sont sévères. La bataille des frontières désigne les premiers combats de la Grande Guerre, durant le mois d'août 1914. Les affrontements entre les troupes allemandes et françaises se déroulent le long des frontières belges et allemandes. La bataille des frontières a coûté à l'armée française 300 000 hommes, avec certainement 130 000 morts. Le mois d'août 1914 est le plus meurtrier de toute la guerre. 27 000 morts pour la seule journée du 22 août. En 1914, la population de Spincourt s'élevait à 400 habitants. Au début de l'occupation allemande, elle n'en comptait plus que 107. En 1918, il ne restait plus que 37 habitants à Spincourt. To keep the lovely eye on all poor creatures born to die. And every evening at sundown